Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous n'êtes pas trompés, vous êtes en train de suivre votre magazine Le Point qui a fait le déplacement vers une personnalité, pasteur de son État, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, président d'un parti politique Espace démocratique pour la bonne gouvernance et actuellement membre du Conseil consultatif électoral de la SADC. Il s'agit bel et bien du pasteur Daniel Ngoï Mulunda. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Pasteur, politicien, êtes-vous à l'aise? Vraiment à l'aise. Parfois, il vous arrive aussi de mentir parce qu'en politique, on sait que... Non. C'est ça la mauvaise interprétation de la politique. Et c'est pour cela qu'il faudrait qu'il y ait des religieux qui ont peur de Dieu, qui ont peur de mentir dans la politique. Parce que quand vous laissez la politique seulement aux gens qui n'ont pas peur de Dieu, ils vont mentir. C'est comme ça qu'ils donnent une mauvaise coloration à la politique. Est-ce qu'il vous est arrivé aussi une fois dans l'exercice de votre fonction de mentir? Pas du tout, jamais. Je suis spécialiste en éthique chrétienne et politique. Mon diplôme que j'ai de maîtrise en théologie, je suis diplômé en éthique chrétienne et politique. Il ne peut pas commencer par le mal et arriver au bien. C'est le diplôme que je détiens. Donc, c'est une des valeurs fondamentales que j'ai apprises à l'université et ma foi aussi. Parlons du Conseil consultatif électoral de la SADC. C'est nouveau pour plusieurs téléspectateurs. C'est quoi au juste? C'est le conseil qui a été mis sur place par la SADC, par les chefs d'État, qui ont trouvé la nécessité d'être conseillers en ce qui concerne les matières électorales. Alors, depuis 2004, ils ont formé le conseil, mais le conseil est devenu fonctionnel en 2015, quand on a mis toutes les structures sur place. Donc, notre rôle, chaque gouvernement nomme quelqu'un, désigne quelqu'un qui est approuvé par le sommet des chefs d'État. Et maintenant, nous commençons à conseiller les États en matière électorale. Et quand un pays prépare les élections, par exemple, le CEAC, le Conseil consultatif, va avant. Parce que le cycle électoral a trois parties. La partie préélectorale, la partie électorale et la partie post-électorale. Ce qui arrive à la période électorale est toujours présémé dans la partie préélectorale. C'est pour cela que le CEAC va sur place, analyse, rencontre les différents acteurs, rencontre la CENI, rencontre le gouvernement pour voir si le terrain est bien préparé afin que nous puissions avoir des élections apaisées. Nous venons d'une mission au Zimbabwe et la mission est devenue en RDC. Étant moi-même membre de la RDC, je n'ai pas fait partie de la mission. Chacun a ses sentiments dans son pays, on te laisse dehors. Et c'est comme ça que nous faisons les premières rencontres, nous rencontrons tout le monde et nous donnons la première appréciation. Tout le monde, c'est-à-dire les acteurs politiques, tous les partis politiques, la société civile, le gouvernement, la police, l'armée, tous ceux qui contribuent aux élections. Nous parlons avec eux pour voir si les règles de jeu, si les arrangements sur place peuvent conduire aux élections apaisées et crédibles. Et puis ce rapport est destiné à qui? Ce rapport, nous les envoyons d'abord au Conseil des ministres des Affaires étrangères, qui sont nos patrons directs. Le Conseil des ministres maintenant prépare et donne ça au sommet des chefs d'État. Et c'est au bout de ça que nous décidons si on doit envoyer une mission et une mission d'observation. Pour l'instant, le CEAC a décidé de deux types de missions. Il y a des missions, de longues missions. Donc la mission va au pays un mois avant les élections, reste là pendant les élections et reste aussi 2 semaines après les élections. Et il y a une deuxième mission d'observation qui vient seulement pendant les élections, 3 jours avant, sur les élections, fait son rapport et part. Et tous ces rapports nous sont envoyés et nous maintenant on va les analyser pour les soumettre au sommet des chefs d'État. Il y a les pays de la SADC qui ont déjà bénéficié du travail de ce conseil. Bien sûr, la RDC d'abord, ils sont venus ici. Et il y a les élections en Angola, qui sont passées en Angola. Le CEAC a été là-bas. Le Zimbabwe, moi-même j'étais dans la délégation qui est allée faire le travail au Zimbabwe. Je viens de rentrer de là. Parce que le Zimbabwe attend ses élections au mois de juillet. Exact. Bon, parlons de la RDC. La RDC, les élections en RDC doivent être organisées le 23 décembre prochain. En tant que membre de ce conseil, on peut s'attendre à quel type d'élections? Apaisées, non apaisées? En tant que Congolais et acteur, je vais être sincère avec vous et la population. La manière dont nous partons maintenant, la manière avec laquelle nous préparons nos élections, on n'aura pas des élections apaisées. J'ai peur. Pasteur. J'ai peur. Pasteur, vous prédisez le mal déjà.
Je ne prédis pas le mal, je dis ce qui est vrai afin qu'on puisse le corriger. Je ne prédis pas le mal. Pourquoi? Parce que je sais que le chef de l'État s'est beaucoup battu en organisant même le dialogue de la Cinco. Il y a eu même un gouvernement, tout est mis en œuvre pour qu'on ait des élections apaisées. Mais comment, vous, experts en matière électorale, vous dites que les élections ne seront pas apaisées? Je vais vous citer quelques points qui font que ces élections ne sont pas apaisées. Premièrement, je commence par la loi électorale qui a été promulguée et confirmée par la Cour constitutionnelle. Cette loi a des composantes qui favorisent un côté par rapport à l'autre. Par exemple, le seuil. Quand on demande le seuil de $1000 par parti, vous pensez que les petits partis peuvent avoir de l'argent pour avoir cet argent-là? Vous pensez à l'opposition qui n'est pas au pouvoir aujourd'hui d'avoir ce montant d'argent-là? Cette loi-là, pour moi, elle favorise la majorité au pouvoir. Mais c'est pour éliminer les candidatures fantaisistes. N'est pas pour. Il y a plusieurs manières d'éliminer les candidats fantaisistes. Il y a plusieurs manières. Et ça, pour moi, je dis que ce n'est pas juste. Il y a aussi la question du seuil. La question du seuil, elle est importante. J'ai eu la difficulté à la CENI. La difficulté des nombres de candidats. J'ai eu le plus gros bulletin électoral. Par le seuil, on peut éliminer les gens. Ce n'est pas par l'argent. C'est le seuil qui va diminuer le nombre de partis. Ce n'est pas par l'argent qu'on impose aux gens de payer. Et vous étiez président de la Commission électorale nationale indépendante. Vous connaissez que les partis politiques en RDC sont plus liés aux ethnies, aux personnalités. Mais vous ne trouvez pas qu'avec le seuil là, des 400 000 électeurs, c'est défavoriser ces partis-là? Les partis qui se retrouvent à un coin de pays seront défavorisés. Non, pour moi, en tout cas, avec la question du seuil, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Et même quand je vais entrer dans la question, la troisième question, je n'arrive pas maintenant, je vous dirais que le seuil a trouvé une grande solution à une question qui se pose au pays, mais que les gens n'ont pas encore découverte. Donc, quand nous allons à la question de la machine à voter, le débat sur la machine à voter, le seuil a déjà trouvé une solution. Oui, nous allons y revenir. On va y revenir, c'est pourquoi je voulais d'abord aller avec la loi. Parlons d'abord du cautionnement, $1000 par siège. Mais la politique, il faut avoir l'argent pour faire la politique. La politique, il faut avoir l'argent. On favorise ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'un parti comme le PPRD, les gens de la majorité, ils gèrent, ils ont des entreprises et tout. Pour eux, c'est facile. Payer 500 000. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir le seuil, il doit au moins avoir 500 candidats. Payer 500 000 pour une seule élection nationale. Pensez à la députation, pensez à la campagne. On défavorise ceux qui ne sont pas au pouvoir. Il n'y aura pas alternance. Dans la législative, il n'y aura pas alternance avec une telle loi. Parce que ceux qui n'ont pas de l'argent, qui sont à dehors, qui veulent faire l'alternance, qui n'ont pas de moyens, ne peuvent pas payer ça. Et c'est ce que moi, je dis que cette loi-là, elle n'est pas juste. Et la solution, c'est quoi? Parce que c'est aussi au niveau de la Cour constitutionnelle. Non, la Cour l'a déjà accepté, nous devons subir. C'est ça le problème. Parce que quand les gens ont fait appel à la Cour, et la Cour a confirmé malheureusement que c'est une loi qui est là. Mais moi, je dis, on peut avoir des lois, mais des lois qui ne sont pas justes. Elle est une de ces lois-là qui ne sont pas justes. Mais les gens vont subir. On n'a plus rien. Il n'y a plus de solution. Il n'y a pas de solution. La Cour constitutionnelle, c'est le dernier recours. Ils ont accepté la loi. C'est une loi acceptée, mais qui n'est pas juste. Machine à voter, à votre époque, ça aurait été la bienvenue, non? La machine à voter, le débat de la machine à voter, moi, je vais être très clair en tant qu'expert. Allez-y. Et j'ai mon diplôme, mon premier diplôme universitaire à l'ISES à Kinshasa ici. Je suis informaticien, je suis analyste programmeur. Je n'ai pas de problème. Chaque fois, la technologie facilite les choses. Je n'ai pas de problème. Mon grand problème avec la machine à voter est qu'elle n'apporte pas un consensus. C'est ça la difficulté que nous avons. Techniquement, ça va. Je ne peux pas me prononcer techniquement. Moi, je pars seulement sur la question. Il y a beaucoup à dire. Ce ne sont pas des procès d'intention. Non, je vais vous dire. L'opposition, non, ça va favoriser la tricherie, tout ça. Ce sont des procès. Quand on va aux élections, vous avez deux équipes qui se battent. Et les équipes doivent s'entendre sur les règles du jeu. Et la CENI, elle est arbitre. Elle doit se mettre à l'écoute des uns et des autres. Si l'opposition refuse la machine, elle la rejette. Une grande partie de l'opposition rejette. Il faut qu'on écoute. Moi, j'appelle à l'écoute qu'il y ait un consensus. S'il n'y a pas un consensus, ça n'ira pas. On n'aura pas d'élection apaisée. Parce que c'est la machine de base. Pourquoi est-ce que la CENI doit courir? Elle doit s'arrêter. Et si on dit que la machine ne va pas, qu'elle arrête, qu'elle trouve une autre solution. Là, donc, si elle arrête, donc elle va recourir au bulletin qui était une casse-tête pour vous. Là, je vais vous dire que les bulletins ne seront pas un casse-tête maintenant, Manuel, je vais le dire. Comment?
Parce qu'avec déjà les regroupements politiques, il y aura très peu de partis. On peut avoir, au lieu de voir 700 listes, on peut avoir 100 ou 120 listes. Ce qui veut dire que le nombre de bulletins va diminuer. Et ça, je le dis en tant qu'expert. Parce que, alors, attendez. Vraiment, quand vous avez plus de 700 partis, vous avez 100 ou 120 partis seulement, c'est que le nombre de bulletins, ce ne sera plus le même lot là-bas. En plus de ça, l'expérience que nous avons eue, même s'il y a beaucoup de bulletins, on peut ne plus avoir un seul bulletin. La circonscription, on peut faire, par exemple, s'il y a 800 candidats, de numéro 1 à numéro 200, un bulletin. De 200 à 600 à 400, deuxième bulletin. On peut faire 4 bulletins dans la circonscription et les gens peuvent se retrouver. Donc, manuellement, ça peut toujours marcher. Parce que mon problème à moi, c'est le problème d'avoir un consensus. Les gens qui vont aux élections, ils doivent s'entendre. On ne doit pas forcer les gens à aller dans un match de football et les règles ne sont pas acceptées par tous les joueurs. Voilà ma préoccupation comme expert, comme autorité électorale. La CENI doit se mettre à l'écoute de ces gens-là. À l'époque où vous étiez président de l'Assemblée, président de la centrale électorale, il y avait aussi un problème. Il y a des partis aussi prenantes, d'autres partis qui n'acceptaient pas ce que vous disiez, mais ils sont quand même allés aux élections. Non, il y avait le consensus sur aller aux élections était là. J'ai même convaincu le fait Étienne Tshisekedi d'aller aux élections. C'est moi qui suis allé parler avec lui. Je l'ai convaincu à venir. Il y avait seulement une discussion sur les serveurs que les gens voulaient visiter. Jeudi serveur, je me souviens. Jeudi serveur, c'était ça. Après que cela soit... Il n'y avait pas de consensus autour de ça aussi. Mais les gens, on a expliqué au parti et c'était passé. Les gens sont venus aux élections. Il n'y a personne qui a boycotté les élections parce qu'ils n'ont pas vu les serveurs. Parce que sur le point, les règles des jeux, on s'était bien entendu. Le bureau avait fait son travail, on a convaincu tout le monde, il n'y a pas eu de boycott, les gens sont venus. Mais ici, ma peur à moi est que l'élément principal, les acteurs principaux sont en train de dire non. Et moi, je donne un conseil comme expert, qu'on se mette à leur écoute. Si tous ne veulent pas si une grande partie de l'équipe ne veut pas de cette règle-là, qu'on la change. On a encore le temps. On peut changer la machine à voter et que les gens aillent manuellement comme ils le demandent. La CENI sera fière d'organiser les élections où tout le monde participe comme arbitre. Quand le match commence au stade, même pour choisir qui commencera à gauche ou à droite, l'arbitre ayant un jeu là, on fait comme ça, qui choisit. Ils s'entendent, nous commençons ici, vous commencez là. Ils échangent des fanions. Mais dans ce match qui se prépare ici, j'ai peur que les lois ne soient pas acceptées. Voilà ma préoccupation. Je ne voudrais pas aller dans les débats technologie, dans les débats prix. C'est trop bas pour moi. Mon problème à moi, comme expert électoral, qu'on puisse arriver à un consensus. Si on doit retarder le calendrier, ce sont nos élections. Nous courons pour qui? Nous courons pour qui? Je vous dis la vérité. Moi, j'ai couru, j'ai eu des conséquences de la course. J'ai couru. Avec toute la psychose qu'on a eue le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017. Moi, je dis non. Il faut qu'on explique les choses. Ceux qui demandent qu'il y ait consensus. Et moi, je dis, nous courons pourquoi? Est-ce que ce calendrier-là est-il écrit sur la pierre? Est-ce que ce calendrier-là est-il une prophétie qui doit se réaliser en temps réel? Mais on respecte les 5 ans. D'ailleurs, nous sommes à plus de 5 ans. À quoi servirait d'avoir les élections et qu'après les élections, nous avons une guerre? À quoi nous servent tes élections? On les organise pour plaire à qui? Et c'est pour qui on va aux élections? Il nous faut combien d'années pour respecter? Non, le problème que nous avons, nous devons avoir des règles et un consensus. S'ils peuvent retarder de 2 ou 3 mois, moi, je n'ai pas un problème pourvu qu'il y ait un consensus. Je pose la question aujourd'hui devant le peuple. À quoi nous serviraient les élections et demain nous avons une guerre? Et ceux qui sont élus ne peuvent même plus aller gouverner. C'est ça le problème que nous posons. Je suis en train d'imaginer ce que le téléspectateur sont en train de dire, que le pasteur est pro-glissement. Non, moi je suis réaliste. Demain je vous poserai la question. Il y a des éléments qui font que si il y a des histoires qu'on doit arranger dans la période préélectorale, les règles des jeux, tous les grands partis d'opposition disent élection, oui, mais pas cette machine-là. Je sais que la CENI a déjà beaucoup investi. Je sais qu'il y a beaucoup de travail de plus qu'on va demander à la CENI. Moi, je vais demander à la CENI si son travail, elle est arbitre. Elle court pourquoi? Si les gens ne veulent pas de la machine, ils la mettent à côté. Ou bien ils doivent tout faire pour obtenir un consensus avant d'avancer. Vous n'allez pas forcer les gens d'aller à l'élection. Vous voyez l'arbitre qui va au stade, il siffle, une seule équipe arrive, l'autre n'arrive pas, les matchs commencent à marquer les buts et c'est un forfait. Non. Il y a aussi un problème par rapport au financement là. Avec le financement du gouvernement, est-ce que vous pensez qu'on ira aux élections? Cette question est sincère. Moi, je dis que non. Le gouvernement
a beaucoup de responsabilités. D'ailleurs, l'argent ne tombe pas chaque mois si les gens sont sincères. Il tombe avec un peu de retard. Je me dis que le gouvernement a beaucoup d'obligations financières. Ce n'est pas seulement la CENI. On doit payer les fonctionnaires. Il y a beaucoup de problèmes que le gouvernement... Réhabiliter les routes, les travaux à faire. J'ai posé la question hier. Pourquoi est-ce que le gouvernement doit se serrer la ceinture jusqu'à écraser ses reins pour seulement les élections? Nous avons des partenaires. Je suis content que le gouvernement a dit que nous devons financer nous-mêmes. C'est vrai, il y a des partenaires qui ne nous respectent pas. Mais le gouvernement serait incapable de financer, on le sait. Non, il n'est pas incapable. Il peut le... Écoute, comment est-ce que nous avons construit nos routes avec les 5 chantiers? Nous avons nos richesses. On s'est entendu avec des partenaires sérieux. Et je cite la Chine, nous avons des routes. On a été avec la Belgique depuis longtemps, ils ne nous ont pas fait des routes. Toute l'Union européenne, l'Ouest en général, disons la vie, ils n'ont rien fait pour nous. Ils sont prêts à donner des leçons, mais ils ne donnent pas des choses. Tournons aux mêmes partenaires. On leur dit, écoute, nous avons nos combats, nous avons aussi les mêmes contrats. Ça risque de nous créer encore des problèmes. Quel problème? Quel problème? Les contrats chinois. C'est ça le problème. On joue avec... Sommes-nous indépendants ou pas? Est-ce que cette terre que Dieu nous a, elle est la nôtre ou pas? Et c'est ça le problème. La communauté internationale veut placer au pouvoir. Pourquoi elle ne finance pas les élections? Elle ne finance pas les élections parce que si elle trouve que la personne qui sera élue ne sera pas leur agent qu'ils vont commander pour leur piller les minéraux, leur donner les richesses, ils ne vont pas financer. Nous, on a commencé les élections, ils avaient promis. Ils ont promis qu'ils vont donner. En 2011. Ils n'ont pas donné. Et dites-nous un peu, entre guillemets là, vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait pour s'en sortir en 2011? Parce qu'il n'y avait même pas le financement de la communauté internationale. Nous nous sommes en sortis d'abord, parce que nous avons cru en notre pays. Et puis, de deux, il y a des amis africains. Par exemple, quand la MONUSCO nous a abandonnés, la MONUSCO avait promis 80 avions pour la logistique. Et c'est l'élément le plus important. À 21 jours des élections, la MONUSCO dit on se désengage. La raison, c'était quoi? La raison est qu'on ne faisait pas ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient nous donner leur agenda. Et nous, on dit non. Et quel était cet agenda? Ils voulaient qu'on puisse reporter les élections. J'ai eu la pression. Moi, notre bureau s'est battu pour respecter les délais constitutionnels. Mais la communauté internationale, tous ces gens qui défilaient dans mon bureau, tous les ambassadeurs me demandaient de reporter les élections. C'est la pression que moi j'avais. Nous suivre, hein? Je cite Roger Miss, je les cite leur nom. Oui. Roger Miss, Sarasso, l'ambassadeur de France, tous les ambassadeurs ici. C'était la pression que moi j'ai reçue. Vous savez ce que j'ai fait? Qu'est-ce que vous avez fait? La pression est tellement forte, j'avais dit à mon bureau, je vais feindre, j'ai la crise d'hypertension. J'ai faim, c'est vrai. J'ai faim de tomber dans mon bureau et pour fuir leur pression. Et je suis allé à la maison me reposer. J'ai commencé à commander un peu de la maison. Ils sont allés suivre le président de la République à Kindu pour lui demander de reporter les élections. Le président a refusé. Maintenant, 2 jours avant les élections, Roger Miss m'appelle, patron de la MONUSCO. Pasteur, nous allons annoncer le report des élections comme tu es malade. Moi, j'ai dit niet. J'ai dit, je viens au bureau, je me sens bien. Je pars au bureau. J'ai dit à mon secrétaire exécutif, monsieur, ce que Pessi Bangon Zela, yo, comment on a dit, vieux Kobangate. Alors, le vieux, on arrive au bureau. Et moi qui quitte la maison, qui suis malade, je trouve les ambassadeurs déjà assis dans mon bureau. Je ne les ai pas accueillis. Eux m'ont accueilli dans mon bureau parce qu'ils voulaient le report. Mais écoute, d'abord, je vais terminer. Non, ça c'est important. Ça c'est important. J'arrive dans mon bureau, me dit, mais pasteur Mulunda, vous avez été malade, maintenant il faut qu'on reporte les élections. Moi je dis, il faut que je pose la question à mon secrétaire exécutif national. Est-ce qu'on peut le dire, pasteur, c'est impossible? Parce que dans la CENI, il y a la dernière formation des membres du bureau de vote. La formation des chefs de bureau de vote, c'est la dernière formation pendant laquelle, après cette formation, ils prennent les bulletins de vote et ils partent. C'est ça. Tous nos bulletins de vote étaient stockés à la MONUSCO. Les bulletins de vote quittaient l'Afrique du Sud, arrivaient à l'aéroport. C'est la MONUSCO qui gardait tous les bulletins vierges. Alors si on a parlé de bourrage des urnes, c'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO qui a bourré parce que nous on ne regardait pas. C'est une grave accusation. Je le dis, le pasteur Mulunda parle. Nous n'avons pas gardé les bulletins, nous. C'est dans les entrepôts de la MONUSCO. On peut vous poursuivre en justice. Mais poursuivre pourquoi? C'est la vérité. Vous accusez la MONUSCO d'avoir bourré les urnes. Non, si on dit que nous avons bourré, alors celui qui a bourré, c'est lui qui les garde. Ce n'est pas nous qui les gardions. Le peuple congolais m'a accusé pour rien. On m'a insulté pour rien. Il y a un temps quand j'ai l'occasion de parler, il faut que je parle. Demander à tout le monde, c'est dans les entrepôts de la MONUSCO. Nos gens allaient retirer les bulletins. Donc, revenons à la question que vous avez posée.
Alors, Maître Banza nous dit, Excellence, les bulletins sont déjà partis. Ils ne sont plus dans les entrepôts. Après la troisième formation, on a donné à chaque président du bureau de vote ses bulletins. Donc, ils sont partis depuis 2 jours. Maintenant, pour les faire rentrer, on ne peut plus les faire rentrer. Les ambassadeurs étaient fâchés. Je me rappelle l'ambassadeur de la France qui a tapé sur la table. Alors, reste, faites des élections. Et nous sommes partis. Voilà le climat dans lequel on a fait ces élections-là. Et hier, vous refusiez qu'on puisse reporter. Mais aujourd'hui, vous êtes adepte du report. Non, vous n'entrez pas dans le piège des... Non. Écoutez, il y a un problème. C'est pourquoi. Ça, c'est le double jeu de la communauté internationale. Je vais dénoncer. Les Congolais doivent comprendre que ce Congo est toujours piégé. La fois passée, ils nous ont piégés. Et nous avons dit, nous gardons, nous nous mettons dans la ligne de la Constitution. Aujourd'hui, avec les accords que nous avons eus, les conditions ne sont pas bonnes. Moi, je ne voulais pas. J'aurais souhaité. Moi, je me suis battu. J'ai fait les élections en 8 mois. Oui. Et personne ne l'a fait. J'ai fait les élections et de bonnes élections. C'est vous qui l'avez dit. Hein? Non. Nous allons y revenir. Je le dis avec beaucoup de fierté et d'orgueil. J'ai fait de très bonnes élections. Et j'aurai le temps de vous dire pourquoi ces élections ont été salies. Nous allons y revenir. Oui. Alors, financement. Nous avons nos minéraux. Nous avons des partenaires comme la Chine qui sont respectueux. Nous pouvons aller négocier avec la Chine, que la CENI ait tous les moyens. Nous avons nos minéraux. La fois passée, ils l'ont fait avec les routes, qu'ils les fassent pour que la CENI ait tous ses moyens pour faire ces élections. Aujourd'hui, avec les 20 millions qu'on donne à compte-gouttes, on peut avoir des problèmes. On veut les élections. Je suis en train de faire appel au gouvernement de prendre son même courage en main qu'ils ont pris la fois passée avec les routes, qu'ils le fassent pour que la CENI ait tous les moyens nécessaires. La CENI ne doit pas commencer à faire des épargnes. C'est un problème. Donc, au moins, ça sont les partenaires qui nous respectent. Ils ne sont pas comme les Occidentaux qui veulent donner l'argent parce qu'ils veulent leur agent, pas un président de la République. Nous voulons qu'on puisse nous élire un président de la République. Vous êtes contre la discrimination, vous voulez que le jeu soit équitable, mais déjà, à partir de la Constitution, la nationalité, déjà, il y a certains candidats qui sont écartés. Et là, vous ne dites rien. Non, vraiment, c'est une préoccupation énorme. Quand j'ai vu la liste, d'abord, ce débat était là en 2006, vous vous rappelez? Et l'Assemblée nationale, il y avait beaucoup d'étrangers. Il y a eu une sorte de moratoire. Il y a eu un moratoire. Mais aujourd'hui, il y a des candidats qui sortent, on dit non, ils ne sont pas congolais, ils sont exclus. Maintenant, les Belges ont publié un moniteur que dans notre Sénat, sur ça, un sénateur, 46 sont belges, uniquement belges, 46. Et si nous parlons des Italiens, nous parlons des Allemands, nous parlons des Suisses, je pense que c'est toute la maison. Mais eux ne veulent pas briguer ces sénateurs de la magistrature suprême. Non, c'est pour toutes les élections. C'est pour toutes les élections. La nationalité congolaise, elle est une et exclusive. Vous n'allez pas viser une personne à cause de ça. C'est tout le monde qui est trempé. Maintenant, il faut une solution. La solution. Moi, la solution que je propose, c'est la révision de cette clause de la Constitution. On n'a pas de choix. Si on veut la paix dans ce pays, je le dis aujourd'hui, demain vous poserez des questions. Nous devons absolument réviser cette clause-là. Pour mettre quoi à la place? On accepte une double nationalité, c'est simple. Ça n'aura pas d'incidence négative. Quelle incidence sur quoi? Incidence sur quoi? Nous avons 9 frontières. Hein, il n'y a pas de problème. Écoute, beaucoup de pays se développent quand ils ont cette nationalité double. Les gens y vont. Nous avons peur de quoi? Voulez-vous aller à la guerre? Je vous dis, vous gardez cette loi-là. Vous excluez tout le monde. Après les élections, vous aurez une guerre. Vous aurez une guerre. Parce que vous allez exclure beaucoup de Congolais. Je ne parle pas pour un individu, je parle pour tous ces députés-là, c'est tout ce monde-là qui a été exclu. Il y a des gens qui ont la double nationalité, pas seulement sur le plan politique. Il y a des enfants, des étudiants qui sont allés en Europe, arrivés là-bas, par exemple aux États-Unis. Un national peut payer $4,000 par année, mais un étranger, $47,000. Ou 77,000, un étranger. Alors on t'offre, mieux vaut que je devienne national, pour que je puisse étudier. Il n'est pas parti pour des raisons politiques, c'est des raisons d'études. Maintenant, une double nationalité, maintenant, pour rentrer chez lui, il ne peut plus servir chez lui. Il y a des enfants des diplomates qui sont nés à l'étranger, impayés depuis des années. Ils prennent la nationalité, maintenant, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Il y a beaucoup de choses. Regardons, ouvrons les yeux, ouvrons nos cœurs, pour voir la dimension du problème. Et moi, j'appelle à la révision urgente de la Constitution sur cette question-là, qu'on puisse l'ouvrir. Mais ce ne sera donner une brèche à ceux qui veulent vraiment une révision de fond en comble. Et surtout que l'accord de la Saint-Sylvestre avait même exclu la révision de la Constitution pendant cette période. Cet accord-là, je vous l'ai dit, peut-être je l'ai dit sur B1, c'est la pire des choses que ce pays ait eu. Oh. C'est la
pire des choses. D'abord construite sur un mensonge. Ça nous a ramené la paix en 2016. Il n'y a pas eu de paix, il n'y a pas eu de paix. Il n'y a pas eu d'accalmie. Écoutez, c'est comme toi et moi ici. J'ai ta dette. Je te dois. Et tu veux m'amener au parquet. Tu vas m'amener au parquet et tu dois payer. Je dois signer une reconnaissance de dette. Je dis, écoute, je te paye avec intérêt de 70% dans 3 mois. Je signe ça pour me sortir d'une situation qui est difficile. Dans ces conditions-là, c'est vrai, il y avait la tension, tu as raison, il y avait la tension. Et la majorité a signé. Mais après, pourquoi est-ce que cet accord n'est pas appliqué dans sa plénitude? Parce qu'il y a eu des problèmes. Des problèmes qui hypothèquent même l'indépendance du pays. Quand vous refusez à un peuple de se prononcer par référendum, ce n'est pas un accord. Le peuple est supérieur à l'accord. C'est quelques individus qui étaient avec les prêtres qui ont fait ça. Il y a beaucoup de choses dans cet accord-là. L'individu et de la majorité. Et de l'opposition, les deux. Quand je regarde cet accord-là, le président Kabila a été vendu sur un plateau d'or. Et par la majorité, par l'opposition. Et la majorité ne l'a pas protégé. Il n'y avait que des interdits pour le président Kabila. Il ne se présente pas. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas ceci. Il doit se prononcer. Quand vous allez dans une négociation, c'est du donnant et du recevoir. Qu'est-ce que le président reste là-dedans? Bien. Et on va donner une fausse date. Diriger le pays après. Non, on va donner une fausse date d'élection au plus tard 31 décembre. C'était un mensonge, un grossier mensonge. Parce que l'accord de l'Union africaine d'octobre, les techniciens se sont réunis de l'Union africaine, des Nations unies, de la société civile et de la CENI. Le président Nanga voulait même présenter ce chronogramme en direct dans la télévision. Les politiciens ont refusé. Et d'abord, c'était que les élections auraient lieu en novembre 2018. Les négociateurs ont refusé, on va nous lapider, réduire ça en avril. Et on a dit, ça c'est le minimum où on peut aller. Et c'est risqué. Il faut que toutes les conditions soient réunies. C'est le minimum. On demande aux prêtres d'aller ajouter. Seulement, leur rôle était d'inclure les absents dans l'accord. Il veut mettre que non, au plus tard le 31 décembre. Avant même d'arriver au 31 décembre, ils commencent à appeler aux marches. C'était malhonnête. C'était très malhonnête. Je le dis clairement. Sur quelle base ils ont fixé la date du 31? Parce que techniquement, c'était prouvé que c'était impossible d'avoir les élections. Pasteur, les gens qui nous suivent se disent, Daniel Ngoï Mulunda est en train de dire de bonnes choses. Mais pourquoi quand il était président de la CENI, il n'avait pas appliqué ça? Comme quoi? Une question. Je n'ai pas appliqué quoi? On dit que les élections étaient biaisées. Mes élections étaient bonnes. Je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est très important que je parle à la population. On me donne le temps de parler parce que si je n'ai pas parlé tout ce temps, j'étais encore assermenté. J'étais à la population, j'étais assermenté. Vous avez l'occasion de vous jusqu'en février 2017. On a fait les élections. D'abord, la première des choses. Vous savez que notre constitution ne prévoit rien entre le premier mandat et le deuxième mandat. Il y aurait eu un vide juridique important. J'ai eu la pression de toutes les capitales. Le problème, c'était lequel que nous avions? Un, quand vous regardez le rapport des observateurs, un simple exemple. Le Centre Carter a sorti deux rapports d'observation. C'est le peuple, c'est oui. Le chef de délégation était l'ancien président zambien qui a conduit le Centre Carter. Ils font leur conférence de presse aux mêmes lignes. Malgré les difficultés, les élections étaient bonnes. Ils signent. Le président zambien prend l'avion et rentre chez lui. Les Américains restent eux-mêmes. Il faut un deuxième rapport. Les élections, comme ça, très mauvaises élections. En fait, à la deuxième conférence de presse, j'appelle l'ambassadeur Katumba. C'est quoi? L'ambassadeur Katumba appelle l'ancien président zambien. Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit non. Demain, je fais un point de presse, je vais dénoncer ce que les Américains font. Vous savez ce qui est arrivé? L'ambassadeur américain en Zambie appelle l'ancien président, tu n'es plus au pouvoir, on t'a pété, tais-toi, c'est plus grand que toi. Le président zambien, l'ancien président, il est vivant. Et cette histoire me dépasse. Vous savez qui avait financé le Centre Carter en 2011, c'était qui? C'était First Quantum. Et tu connais le conflit qu'il y avait entre First Quantum et le gouvernement congolais sur les mines. Ils ont financé le Centre Carter pour venir salir les résultats. Ah bon? C'est la mission qu'ils avaient. Moi, je vous dis les choses. C'est bien beau de m'insulter, mais le gouvernement doit ouvrir les yeux. Ils ont financé. Mais le chef de l'État lui-même avait dit qu'il avait reconnu les irrégularités. Le chef de l'État était coincé. Et moi, je me mets à ma place. Et moi, j'ai compris ce qu'il a dit. Parce que tout le monde a dit la même chose. S'il n'osait pas chanter au chant de tout le monde, on dirait que tu vois, il protège pas ce qu'on a fait là-bas. Et aujourd'hui, ça commence à se dérouler. Si vous avez suivi
son dernier point de presse. Il a tout dit. Qui a discrédité les élections congolaises? Qui les a discrédité le premier? C'est Monseigneur Mosengo. C'est lui qui a discrédité nos élections. Il va s'entendre avec quelqu'un de la MONUSCO, Francis Sodoubré, je donne son nom. Il était chargé de la réforme de la sécurité à la MONUSCO. Ce monsieur-là, comme ils avaient des bureaux avec nous là-bas, il va imprimer un papier avec les chiffres. Mon collègue qui était informaticien avec nous dans les bureaux, il voit l'histoire que le monsieur a imprimé. Il n'a rien dit. Écoutez, tu veux écouter un peu? Allez-y. Il voit le monsieur imprimer, il prend une copie, il met dans l'enveloppe. Et heureusement qu'il n'a pas effacé l'écran. Notre gaillard imprime aussi une copie, il garde. Le soir, le cardinal va faire un point de presse. Ces résultats sont dénués de toute vérité et de toute justice. Il lui donne à un mensonge un caractère épiscopal. Et il lit. Et quand nous regardons ça, mais c'est le même chiffre. On appelle Francis Sodoubré, il fouille. Il n'était plus sur le sol. Je convoque Roger Mist, patron de la MONUSCO. Je convoque Sarah Soro, patron de la MONUSCO. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que vous avez fait avec le cardinal. La MONUSCO a fait quitter le monsieur nuitamment. Il a quitté le pays. Si vous voulez croire que c'est mon Seigneur qui a fait ça, un homme de Dieu, qui peut croire dans le monde qu'un homme de Dieu peut mentir? Personne ne peut croire. Donc vous affirmez que... J'affirme. Les documents sont là. J'ai dit ça à l'Assemblée. Écoutez, on peut vous poursuivre en justice. J'ai dit ça à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit à l'Assemblée, les députés étaient là. Ils ont commencé à faire du bruit. Et ça, ce sont des choses qui sont vraies. Moi, je suis homme de Dieu. Je crains Dieu. Et quand je dis des choses vraies, c'est bien beau que les Congolais m'insultent. Mais un jour, la vérité, je commence à parler maintenant. Je commence à expliquer les choses maintenant. L'Union européenne, pourquoi nous a discrédités? D'abord, je vais poser la question au Congolais. Vous savez qui recevait, qui centralisait les résultats des élections? Qui les centralisait? C'était pas les membres du bureau. Moi-même, sachant que je suis proche du président Kabila, que je suis Mourubaka Tibuto Wamputu, je me disais que les résultats ne seraient pas crédibles si on les traite seuls. Je demandais à la MONUSCO, Roger Mist et Sarah Soro est vivant en Côte d'Ivoire. Donnez-nous quelqu'un qui va commencer à centraliser les résultats et nous les donner. Nous, le bureau, nous ne ferons que les annoncer. Faites l'appel d'offres, trouvez-nous quelqu'un. On a fait l'appel d'offres. New York nous a amené un Béninois. C'est lui qui recevait tous les résultats qu'on envoyait tomber dans les mains du Béninois. Dans vos bureaux, dans les locaux de la CENI. Sur son ordinateur, dans les locaux de la CENI. Et c'est lui qui imprimait et qui nous ne faisait que lire. Parce que l'ancien bureau n'avait aucun droit pour changer. On ne voyait même pas les bulletins. On nous transmettait les résultats. Alors, quand les résultats arrivaient, nous avions les gens de la MONUSCO avec qui nous travaillions. On recevait les résultats avec eux. Donc, je vais dire à la population congolaise aujourd'hui que c'est moi qui ai demandé aux Nations Unies d'amener un expert béninois. Vous savez, ce monsieur-là, comment il est parti? Maintenant, on lui a demandé, la MONUSCO, la communauté nationale lui a demandé de changer les résultats. On lui a demandé à lui de changer les résultats. Et comme c'était un imam, j'ai dit, moi je suis pasteur, tu es imam. Quand il est arrivé, j'avais mis la Bible, j'avais mis le Coran, j'ai dit, monsieur, nous avons juré que tu ne changeras aucun chiffre. Et comment je ne fais que la vérité? Nous sommes ingénieux et on a prié ensemble. Et ce monsieur était honnête. Il a eu des pressions pour changer les résultats. Il vivait au sein de la MONUSCO. On a vandalisé sa chambre et on l'a fait quitter le pays comme un brigand. Il n'a même pas reçu ses primes de la CENI. On devait lui payer. Parce qu'il n'a pas obéi. Parce que c'est la communauté internationale de la MONUSCO qui voulait qu'on puisse tricher. Moi, je n'ai pas triché. Mais comme je ne peux pas contrôler les médias. Et les candidats, c'était qui? Les candidats de la communauté internationale. Les candidats qu'il voulait voir devenir président. Écoute, il voulait Tshisekedi. Il voulait Tshisekedi. Malgré son intransigeance. C'est celui qu'il voulait. C'est celui qu'il voulait. Alors moi, pourquoi je commence à aller? C'est ce qui me fait très mal. Mais je commence à louer Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vérité, je vais commencer à dire la vérité. Le Béninois, il est là. Il est parti comme un brigand. Il vivait à la MONUSCO. Heureusement que quand il avait le résultat, il me donnait la copie d'un disque dur. Ça arrive, il me donne la copie d'un disque. Il m'a dit, Moulounda, je reçois beaucoup de pression pour que je commence à altérer les résultats avant de vous les donner. Mais moi, je crains Allah. Je ne ferai pas ça. Alors, quand on a donné les résultats, le monsieur, il n'a pas dit au revoir. On l'a embarqué comme un vulgaire. Je tais son nom pour sa sécurité. Comme un vulgaire bandit. Et on l'a renvoyé chez lui au Bénin. On ne l'a jamais payé. Maintenant, comme moi, je ne maîtrise pas les choses, la presse internationale et locale, je vais maintenant y aller. Nous passions la nuit avec les gens de la MONUSCO et les membres du bureau. Le professeur Njoli est là. Tous sont vivants. Ils me suivent. Pita est là. Et le professeur Njoli ne va pas vous contredire. Vous êtes sûr? Il ne me contredira pas. On passait la nuit avec eux.
Les gens, quand je parle, pasteur Moulouna, je suis autorité morale. Je suis surintendant général de la nouvelle église méthodiste. Je suis équivalent à un évêque. Je consacre les pasteurs. Je ne prendrai pas de risque à venir mentir devant la population. Je dis ce qui est vrai et vérifiable. Nous passions la nuit là-bas avec les gens de la MONUSCO. Et puis les jeunes observateurs de l'Union européenne viennent dire, nous voulons rester avec vous ici. Mais c'est quoi ça? Nous avons là, c'est peut-être là où j'ai commis l'erreur. Et nous avons déjà la MONUSCO qui est ici. Vous devez aller observer dans les bureaux et dans les CLCR. Ici, la MONUSCO est là et on passe la nuit avec eux. Comment les résultats tombent ici? Vous refusez. Elle me dit, alors, vos résultats ne seront pas crédibles. Avant la proclamation, vos résultats ne seront pas crédibles. Et c'est comme ça. Donc tout ça a tourné contre nous. Ils ont mobilisé la presse. Les ONG qui sont payées par la communauté internationale. Vous tous là, vous n'avez qu'une chanson. Personne n'a eu le courage de nous approcher. Moi, j'ai eu un véritable bureau. Jolie Ségrène de respectable. Élise Maurice de respectable. Mamie. Moi, j'ai... Hein? Le rapporteur. Le rapporteur. Putain, nous avons un bureau et des vrais opposants. Tu ne peux pas mettre la signature sur un papier si Jolie n'a pas encore regardé. Mais il avait hésité un jour et demi. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que quand les résultats étaient transmis, on devait maintenant nous envoyer les PV pour comparer. Il y avait des PV qui manquent. Tout était conforme. 4 PV dit, moi je ne signerai pas. Il faut que les PV arrivent. Le professeur Joly est allé voir s'il peut aller avoir Aline Dongé parce que le cardinal avait prétendu avoir 10 ou 12 000 observateurs. On n'a trouvé aucun PV. C'est jusqu'à ce que l'agent est venu de l'intérieur avec ce PV et on a comparé que tout était la même chose qu'on a signé. Et moi, j'ai respecté ça. Joly, comme le fait Ndaï, c'était des gars crédibles. Ndaï, paix à son âme, c'est un monsieur qui dort en paix. Malheureusement, il dort dans l'ingratitude de ce gouvernement. Il a fait un grand travail, on n'a pas reconnu ça. Et c'est comme ça. Vous pensez qu'un Joly allait signer en direct à la télévision pour faire plaisir à qui? Non, ça c'est un monsieur. Nous sommes des hommes. Et nous sommes très fiers de notre travail que nous avons fait ici. Donc, sincèrement, devant Dieu, les résultats étaient crédibles. Je vous dis devant Dieu. Donc, c'est le président Kabila qui avait... Je vais vous d'abord... Vous avez dit une chose importante ici. Les élections au Congo sont tribales. Très bien. À notre époque, allons seulement dans cette configuration-là tribale, les Baswahili. Le Katanga était, l'ancien Katanga était la province la plus enrôlée. Est-ce que Tshisekedi pouvait battre Kabila au Katanga? Il y a beaucoup de Balouba là-bas. Non, même s'il y a des Balouba, il ne peut pas les battre. Jamais, c'est impossible. La deuxième province était la province de l'Équateur. Tshisekedi pouvait gagner là-bas avec Kengo. Il ne pouvait pas prendre toute la province, mais c'était passé de voir avec Kengo. Kengo était candidat. C'était chez lui. Kabila n'était pas... Écoute-moi. Nous partons lentement. La province orientale avait les Baswahili. Tshisekedi pouvait battre là-bas? Non, les résultats sont là. Il a été battu là-bas. Les grandes provinces. Vous allez au Bandundu, l'autre grande province, avec Mouzé Gizenga. L'alliance qu'ils ont eue, il ne l'a pas battu là-bas. Les Balouba, les deux provinces là-bas, c'était équivalent à une seule province. Ils peuvent faire 1000% là-bas, ils ne peuvent pas battre quelqu'un. Les Balouba sont très nombreux dans l'Internet, dans les réseaux sociaux. Vous pouvez bien parler mais le vote, c'est dans l'urne. Combien de Balouba étaient enrôlés? Combien de Balouba étaient enrôlés? Kinshasa ici, avec ce que Kabila a fait ici, Kabila a fait un résultat incroyable ici. Donc, à Kinshasa. Je peux vous donner à Kinshasa, il a fait un résultat incroyable. Incroyable ici. À Kin. Il a fait des résolutions qui étaient visibles ici. Maintenant, vous allez les battre. Suivons seulement. Le Congo central. Non, le Congo central, ils ont gagné. C'était une petite province. Qui a gagné là-bas haut la main. C'était 1 200 000 électeurs. Au moins, les Katanga, 600. Vous prenez le Congo central, vous mettez les deux Kassai, les villes militantes là-bas. Il ne peut pas les. C'était impossible. Suivons seulement logiquement le tableau d'électeurs. Parce que le vote, il est tribal. Ce n'est pas parce que tu es dans l'Internet, tu peux étudier dans l'Internet que tu vas avoir des résultats. Je dois seulement regarder le nombre d'enrôlés par rapport à la configuration linguistique, à la configuration tribalistique, comme on vote au Congo. Répondez-moi à ça. À part les chiffres et les accusations. Mais malheureusement, on a payé tout le monde pour me vilipender. C'est pourquoi je suis en bonne santé, parce que Christ est avec moi, il me donne la paix. Je ne sais pas si je suis dans la vérité. Sinon, j'aurais honte de me promener ici. Sinon, j'aurais honte de monter à la chaire et de prêcher mes fidèles et leur donner la Sainte Seine et baptiser les enfants. Un menteur, non. Ce que j'ai fait est juste devant Dieu et devant les hommes. Et vous avez évoqué une erreur que vous avez faite. Il y a encore d'autres erreurs que vous avez commises? Non, il y a eu 2 erreurs. La première, c'est aller très vite, mais respecter à tout prix la Constitution. Et quand on fait des vitesses, il y a eu des problèmes de liste, je ne peux pas les nier. Les gens ne voyaient pas leur nom, par-ci, par-là, parce que les listes n'étaient pas affichées à temps, les gens n'ont pas regardé, il y a eu une tohu-bohu. Ça, je reconnais. Parce qu'on a couru très vite.
La deuxième erreur, c'est avoir refusé à ces bandits-là, à ces jeunes-là de l'Union européenne, ces stagiaires-là, de passer la nuit avec nous à la CENI. Ça risque de suspecter les histoires. J'ai commis l'erreur. Parce que j'ai laissé avec la monnaie, il n'y avait rien à cacher. Moi, je me disais qu'ils veulent exagérer, c'est tout. Je pense que c'est l'erreur que j'ai commise. Pasteur Ngoyi, Mulunda et Serin, il est en paix, il s'est dit qu'il a fait du très bon travail. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que, après tout ce que vous avez dit là, est-ce que vous vous sentez abandonné par la nation congolaise? Non, abandonné, non. Écoute, il y a un temps pour tout. Mhm. Je pense que je suis dans... La nation congolaise ne m'a pas abandonné. Je suis nommé au CEAC. C'est la nation congolaise. C'est un organe très prestigieux. Je suis maintenant conseiller électoral au chef d'État de la SADC. Pas seulement au Congo, c'est prestigieux. Nantes, dans ce conseiller-là, qu'un ancien président de la CENI, qu'un ancien juge de la Cour constitutionnelle, qu'un ancien sénateur, c'est des dignitaires. Le pays ne m'a pas abandonné. Et je suis fier. Et je sers maintenant au niveau international. Je reprends maintenant avec ma partie internationale. Non, je suis heureux. Et pourquoi avoir créé les DG? C'est pour essayer de faire une sorte de revanche? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, depuis ma naissance, depuis ma jeunesse, je me bats pour les biens de l'homme. J'ai grandi dans une famille très pauvre et je ne voudrais pas que les gens souffrent, au moins il y a les moyens de les aider. Dans ce pays, les gens, tous nous pouvons vivre très bien dans ce pays, avec les richesses que nous avons. Les Congolais peuvent avoir un salaire minimum de $1000. C'est possible. Alors quand je vois les partis qui existent, je fais le PAREC. Le PAREC a fait la paix. Le PAREC a contribué à la paix, même à Kinshasa ici. Mais le PAREC ne peut pas changer la donne politique. La donne politique ne peut être changée quand il y a un mouvement politique. J'ai regardé l'idéologie de la majorité, il n'y a rien qui s'occupe du peuple. C'est les gens qui s'enrichissent. Je vois dans l'opposition, c'est la confusion. Quand même ils ont comme autorité morale le chef de l'État. Moi, je vous dis que leur programme ne répond pas au bien de la population. Ne me satisfait. C'est pourquoi je n'y entre pas. Tu regardes l'opposition, c'est un combat pour rien, pour manger, pour remplacer les autres. On doit faire un parti centriste. Donc l'objectif, c'est d'occuper, de mettre la personne humaine au centre de nos préoccupations. Et c'est pour ça que j'ai fait ce parti-là, pour l'opposition répondre aux besoins de la population humaine. Moi, mon problème, c'est que les gens mangent. Les gens ont faim dans ce pays. Regardez comment ils se sont battus à cause de 100 francs sur le pain. Le vrai problème du Congolais, c'est sa nourriture. Pasteur, c'est l'éducation. Là, je vais me rapprocher. Rapproche-toi de moi. Vous êtes pasteur. Oui. D'ailleurs, rang d'évêque. Oui. Vous savez que même spirituellement, les centres n'existent pas. Ou bien vous êtes avec Dieu, ou bien avec... Je me moque de vous. Oui, je me moque de vous. Vous êtes devant les téléspectateurs, je me moque de vous. Le centre là n'est pas géographique. C'est la personne humaine qu'on met au centre de la politique. C'est le problème. Le centrisme met la personne humaine, toi, ton chômage, tes enfants, les préoccupations de l'homme au centre. Alors, les gens de droite veulent garder le pouvoir. Les gens de gauche veulent conquérir le pouvoir. Mais il n'y a personne qui s'occupe de l'homme. C'est pourquoi on dit que nous sommes centristes. Nous mettons les préoccupations Zare Abatu, Foufou, Kwanga, éducation, santé, salaire. Ton salaire que tu reçois là-bas, tu ne peux même pas le manger pendant 4 jours. Il est parti. Voilà le centrisme. C'est ça, les gens. On dit le peuple est au centre. Ce n'est pas dire qu'on est seulement au milieu, on reste là-bas. Non. Demain, si nous avons le pouvoir, nous pouvons gouverner. Avec qui? Hein? Vous allez... On va faire des coalitions, on ne peut pas aller seul. Comme qui, par exemple? Non, on peut... vous tente, là? Non, je n'aime pas donner de tendance. Moi-même, je sais avec qui on peut gouverner. Mais la population s'y doit connaître. Au moment opportun. Que le centre fera des coalitions avec les gens qui voudront. Les gens qui le voudront. Et les gens qui s'approchent un peu de ces préoccupations. Tu sais, moi, je me dis, aussi longtemps qu'on part avec les 4 milliards de dollars, le peuple congolais sera malheureux. Heureusement qu'on a revisité le code minier et qu'on aura de l'argent. Et je suis en train d'appeler à l'Assemblée nationale. Le plus-value qu'on va faire là-bas, il faudrait que l'Assemblée nationale sache où on va le mettre. Et moi, j'appelle qu'on mette ça dans les salaires des gens, dans les soins médicaux des gens. Alors, c'est ça qui est notre combat aujourd'hui. C'est ça le combat du centre. Ce n'est pas dire que non, je suis seulement au centre. Non, moi je me bats pour le peuple. Je me bats pour le bien-être du Congolais. Voilà notre mot principal pour le bien-être du Congolais. Il y a beaucoup de personnalités qui sont déjà prononcées comme candidats à la présidentielle. Quand bien même qu'au niveau de la majorité, on ne connaît pas encore les candidats. Mais selon vous, qui doit remplacer
Non, je ne pas. C'est le peuple qui choisira. C'est le peuple qui choisira son Si ça dépendait, là je vous parle en tant que pasteur, c'est vrai que vous êtes en contact avec Dieu, peut-être Dieu peut vous inspirer, tout ça. Je te dis, j'ai prié, c'est Dieu cette nuit. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Esprit ne m'a rien dit. Oh, Seigneur. Vraiment, l'Esprit s'est tu. J'ai dit, Esprit, dis-moi, cette révélation n'est pas encore venue. Le jour qu'elle viendrait, je serai le premier à venir te révéler que... Parce que je ne voudrais pas... Il y a des gens qui mentent au nom de Dieu. Dieu a dit, pourtant Dieu n'a pas dit. Vraiment, mon frère, Dieu ne m'a pas encore dit. Ok. Donc, le jour où Dieu va vous parler... Diwan sera le premier. C'est la première question que tu me poses. Ce sera votre dernier mot, pasteur. Non, mon dernier mot, c'est vraiment... Je voudrais que ce pays aille dans la paix. Et nous ayons des élections apaisées. Je fais d'abord appel aux Congolais. Et la question de nationalité peut nous déchirer demain. Et ce que nous voulons, on ne peut pas l'avoir. Vraiment, j'insiste. Que nous puissions prendre notre courage à main. C'est notre pays à nous, ce sont nos élections à nous, qu'on puisse réviser cet article-là de la Constitution. J'appelle vraiment à la révision constitutionnelle. La deuxième chose, j'ai fait appel à mes jeunes frères à la CENI. Qu'ils puissent se mettre à l'écoute de l'autre, qu'ils obtiennent les consensus sur la machine à voter. S'il n'y a pas un consensus, qu'ils laissent tomber la machine, qu'ils aillent au manuel pour qu'on ait des élections. Il faut qu'ils nous fassent des élections équitables et apaisées. Voilà mon dernier mot. Merci, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, certainement, avec un nouvel invité.